Tu es quintuple championne du monde d'escalade, de bloc ou de voix. En para-escalade, il n'y a que de la voix en compétition. Le chiffre d'affaires annuel que tu arrives à générer avec tout ça, tu m'as dit que c'était un peu moins de 120 000 € par an. Est-ce qu'il y a un gros cliché qu'on te dit tout le temps sur ton métier? Encore une fois, j'ai pas le physique pour. Et je me dis que si j'avais grandi en voyant dans les magazines une femme à qui il manquerait une main et que ce soit totalement ok, que ce soit pas un sujet, peut-être que ma vie aurait été aussi différente. Mon chiffre d'affaires, tous tes contrats de sponsoring partenariat, c'est 80 000 € par an. Donc tu as sorti un documentaire. Et c'était sur l'ascension du Grand Capucin, qui est une montagne au-dessus de Chamonix, dans le massif du Mont Blanc. C'est 400 mètres de granit posé sur un glacier à 3200 mètres d'altitude. Je voulais me lancer un défi, c'était de grimper en tête et pas en second. Solène, bienvenue dans Combien ça gagne. Merci. Je suis trop contente de faire cet épisode avec toi. En plus, je crois qu'il est prévu depuis assez longtemps. Donc, on l'attendait un peu avec Iris, avec qui je travaille. Tu es para-escaladeuse professionnelle. Ouais, maintenant, je me présente comme athlète pro ou grimpeuse pro. Grimpeuse pro, ok. Tellement de fascination et de questions sur l'escalade. Tu es quintuple championne du monde d'escalade, de bloc ou de voix ou Non, de voix. Du coup, en para-escalade, il n'y a que de la voix en compétition. L'escalade, bon, c'est très populaire, très à la mode. Mais en pro, je sais pas du tout à quel point ce sport est niche. Donc déjà, j'ai plein de questions là-dessus. Donc raconte-moi peut-être un peu... je vais te laisser te présenter et puis me raconter un peu comment t'as commencé. Et puis si t'as directement commencé en escalade ou si avant t'étais pro dans d'autres sports. Du coup, je m'appelle Solène Piret. Je suis athlète pro. Et j'ai pas toujours été athlète pro. Je suis venue à l'escalade très naturellement. En fait, mes parents se sont rencontrés en grimpant. Incroyable. Et du coup, on grimpait dehors. Ça a toujours été un loisir. Je l'ai dans le sang et on jouait, plus qu'on grimpait avec mes frères et sœurs en forêt de Fontainebleau. Et à l'adolescence, j'ai arrêté comme de nombreuses personnes à l'adolescence. C'était plus du tout cool d'aller à Fontainebleau le week-end. Je préférais être avec mes potes. Et donc, j'ai complètement arrêté. J'ai un peu essayé de faire d'autres sports, genre de la course à pied et tout. Et j'ai jamais vraiment trop aimé d'autres sports. Et je suis partie faire mes études. J'ai fait une prépa maths sup. J'ai bifurqué en architecture. Ah oui, d'accord. Donc, t'as eu tout en bas de côté. Okay. Ouais, vraiment complètement mis de côté. Ouais. Et de toute façon, c'était un loisir avec mes parents. Donc, il n'y avait pas de question, tu vois. J'y suis revenue plus tard parce que j'ai été architecte, diplômée architecte. J'ai commencé à bosser. J'ai bossé... j'ai été diplômée en 2014. J'ai été auto-entrepreneur à mon compte à partir de 2016. Ok. C'est en 2017 que je me suis remise à l'escalade. Et en fait, c'est parce que j'avais plein de copains qui commençaient à aller dans cette nouvelle salle le début de la qui mode, venait d'ouvrir, Arcos Nation. Tout le monde me parlait d'Arcos Nation. Oui. C'est la première salle intramuros. Et du coup, quand cette salle a ouvert, les gens ont commencé à être un peu curieux. Puis il y a un truc hyper cool, tu vois. Tu vas là-bas, tu peux boire des coups. Le bâtiment, il est trop beau. Ouais, tu peux bosser, il y a même un cowork. Ouais. Et du coup, ça avait un peu la fame. Et les gens ont commencé à s'y mettre et à me dire j'ai pensé à toi parce que je sais que t'en faisais quand t'étais petite de l'escalade, parce qu'à l'époque personne n'en faisait. Moi, bien sûr, je crânais, tu vois, même si je grimpais pas vraiment, je crânais de ouf. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi j'en faisais à cette période et je crânais de ouf. Personne n'en faisait. C'était méga stylé. C'était méga stylé et c'était méga niche. Ouais. On en parlera après, mais la trend, l'explosion de l'escalade. Ah ouais, ça va être quelque chose. Mais ça doit être cool aussi pour toi, pour les pros du coup, j'imagine. Forcément. Tu me diras ce que ça change, mais... Forcément. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai repoussé les portes d'une salle d'escalade. Et en parallèle, je faisais une psychothérapie. Et je m'étais rendu compte que je m'étais construit autour de mon handicap et pas avec mon handicap. Parce que ça, j'ai oublié de le préciser, mais il me manque l'avant-bras droit. Je suis naissant. Et tu es née comme ça, oui. C'est de naissance. Et en fait, j'ai toujours caché plus jeune. Et c'était devenu une seconde nature. Il y a des gens qui l'ont même jamais remarqué alors qu'ils ont passé 1 an dans ma classe. Ça avait pris des proportions astronomiques. Et du coup, forte de cette thérapie, je me suis dit, attends, mais c'est vrai que j'aimais bien l'escalade, il y a mes potes et que je peux en faire, et que j'en faisais. Et donc, en arrêtant de me mettre des limites, j'ai repoussé la porte de la salle d'escalade. Et en fait, ça m'a grave plus direct, quoi. Je suis tombée amoureuse du sport. Et je suis venue, pas tout de suite à la compétition, mais à force de traîner dans cette salle, j'ai fini par tomber un jour sur un mec qui avait une prothèse de jambe et qui avait son t-shirt équipe de France. Et genre, j'étais en mode, waouh! Quelle est cette sorcellerie. Et il grimpait avec sa prothèse ou sans prothèse? Avec sa prothèse. Okay. Et donc, ce mec, c'est Julien Gasque, qui était vice-champion du monde à l'époque, qui avait fait ça en 2016, qui m'a tout de suite vu et qui m'a abordé et qui m'a dit c'est marrant, j'ai une copine, elle est américaine, elle a exactement le même handicap que toi, elle est championne du monde, puis elle grimpe un peu mieux que toi. Tu vois, j'étais en mode, what? Mais dingue. Et en fait, là, tu t'es dit, mais attends, on peut être pro
de ce sport, quoi. Je me suis pas dit ça tout de suite. Mais non, mais tu t'es dit, il y a des pros de ce sport qui existent, quoi. Ouais, mais le para-escalade existe. Enfin, c'est vraiment un truc. Il m'a ouvert un monde qui était complètement. J'y avais jamais pensé, quoi. Toi, tu pensais que t'étais la seule, limite. Ouais, voilà. En France ou. Et donc, de fil en aiguille, je suis allée choper des infos, j'ai regardé, j'ai stalké un petit peu son profil et je me dis, attends, mais potentiellement, je pourrais avoir son niveau. Et je me suis inscrite au championnat de France. Je suis rentrée en équipe de France. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, ouais. Il n'y a pas d'étape qualificative pour le para-escalade en France aujourd'hui. Mais juste, pardon, une mini précision. Cette salle Arcos de la Nation, c'est que du bloc ou t'as de la voix bloc. Ok, donc toi, tu faisais que du bloc à cette époque. Ouais, à l'époque, je faisais que du bloc. Et d'ailleurs, Fontainebleau, c'est que du bloc, mais en extérieur. Oui, alors ça je savais, et donc à quel point c'est très différent, et après on va préciser pour les gens qui connaissent pas la différence entre les deux, mais à quel point c'est très différent en termes de discipline, enfin je veux dire en termes de compétences pures, à quel point le bloc et la voix c'est très différent. Du coup, pour replacer dans le contexte, le bloc, tu le fais sans corde. La voix, tu le fais avec de la corde. C'est des efforts qui sont beaucoup plus longs sur la voix. Ouais. Et tu vas chercher plus la résistance. Et l'endurance. Là où le bloc va être beaucoup plus dynamique, forçu, explosif. Ouais, la différence, c'est aussi que tu as une corde et tu dois clipper des dégaines. Et du coup, techniquement, il y a beaucoup plus de choses à faire et de choses à savoir, et aussi de normes de sécurité. Voilà, de compétences à acquérir avant d'être autonome. Donc, tu t'inscris en équipe de France. Et je m'inscris au championnat de France et je passe la qualification pour rentrer en équipe de France vraiment de justesse. Je me souviens du coach de l'époque qui avait dit c'est bien, mais ça manque un peu de bras, tout ça. C'était marrant comme formulation. Mais en gros, il voulait dire que je manquais de biceps, mais c'était marrant en mode oui, je sais qu'il me manque un bras. C'est pas la peine merci pour l'info. C'est marrant, j'avais oublié. Et du coup, j'ai contacté un coach. J'ai été pris dans un club dans le 8e arrondissement, le Vitassure, qui a tout de suite cru en mon projet. Et ouais, non, ça a été assez fou, l'engouement qu'il y a eu autour de mon projet quand je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie d'aller à ce championnat du monde. J'ai envie d'aller faire les compétitions internationales, alors que je recommençais l'escalade depuis même pas un an, quoi. C'est fou. Et les gens y ont cru aussi parce qu'il y avait peu de concurrence à ce moment-là. Et donc, j'ai été accompagnée et j'ai commencé à m'entraîner. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire ça de ta vie, en fait. À faire ça de ma vie, ouais. Être archi. En fait, ce que je trouve génial, c'est que malgré le fait que ce sport, en tout cas à l'époque où t'as commencé, était très niche en pro, t'as directement eu de quoi te structurer, les bonnes personnes pour t'accompagner, pour te faire démarrer, pour aller en championnat, alors que je suis allée les chercher. Ouais, alors, mais je pense que j'arrive pas à me rendre compte à quel point c'est dans des sports très niches comme ça, d'arriver à trouver même un entraîneur, tu vois, ou un coach qui accepte. À l'époque, comment ça s'est passé ? J'ai commencé. En fait, je me sentais pas légitime de m'entraîner avec un entraîneur, et lors d'un festival justement Montagne en Seine, je crois que c'était ça, il y avait des plaquettes et il y avait une pub pour La Fabrique Verticale qui faisait du coaching à distance, qui fait toujours du coaching à distance, et je m'étais dit mais c'est parfait, je vais pouvoir m'entraîner un peu dans mon coin en soum-soum, tu vois. Et j'ai commencé comme ça. Et en fait, après, je me suis rapprochée de ce club. Par hasard, on est arrivé en même temps que Aristote, qui lui était en reconversion professionnelle et qui était intéressé par le para. Mais genre vraiment, des concours de circonstances improbables. Et tu te rends compte que quand t'as un projet en tête, t'es ouvert aux opportunités, tu t'aperçois qu'il y en a plein et faut les saisir à ce moment-là. Mais improbable le concours de circonstances. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que cet Aristote, il est un des champions, entraîneur de l'équipe de France. Il est passé de stagiaire moniteur escalade à entraîneur de l'équipe de France para, qui est vraiment le Graal ultime. Qui en tout cas ce qu'il souhaitait faire. Ouais. C'est trop bien. C'est assez rigolo, et donc lui, il m'a épaulé dans mon entraînement, machin. On a fait un petit bout de chemin ensemble et on continue de bosser ensemble. Donc peu à peu, je me suis structurée. J'ai cherché les gens, les bonnes personnes autour de moi. Ouais. Donc 2017, tu reprends. Le début, ça commence par championnat de France. Ouais, en 2018. Et ça se passe comment ? Et ça se passe pas très bien. La voie de finale était extrêmement dure. Je pense que je tombe à la moitié. Et c'est disqualification directe si tu tombes ? Non, en fait, le championnat de France, c'est un peu particulier parce que ça servait aussi, et ça sert toujours, de sélectif pour l'équipe de France. Et donc, c'est beaucoup à l'appréciation du coach, parce qu'on peut pas mettre des critères comme il faut absolument que tu ailles en haut de ta voix, parce que en fait, s'il y a une erreur d'ouverture, et ça veut dire que potentiellement, tu n'as personne en équipe de France, tu vois, donc c'est trop touchy. Donc, c'est beaucoup à l'appréciation du coach s'il se dit, ok, là, je vois comment elle grimpe, je vois la progression, potentiellement, enfin, il y a un potentiel. Tu vois l'assurance, tu vois si tu vas
j'en sais rien, tenir sur un truc super fin. Et donc, en fait, ça montre que même s'il y avait une erreur de voix, t'aurais été capable s'il n'y avait pas eu d'erreur, des trucs comme ça. Exactement. Alors maintenant, il y a plus de monde, donc c'est aussi beaucoup au résultat. Tu vois, quand t'as... Moi, il y avait personne dans ma catégorie quand j'ai commencé. Donc, on était toutes regroupées, on était 4 nanas. Il y en a une à qui il manquait une jambe, moi, il me manquait un bras. Une nana, elle avait le dos vissé. Et donc, il y avait un podium qui voulait rien dire parce qu'on était dans des catégories différentes. Mais ouais, aujourd'hui, t'as plus de gens dans les catégories. Tu peux dire, bon, bah, toi, t'as fait première dans ta catégorie, donc toi, tu vas en équipe de France. Et l'équipe de France, t'y es toujours? J'y suis toujours, Donc, t'y es depuis des années, en fait. Depuis 2018, ouais. Bah, t'es obligée d'être en équipe de France pour faire la saison internationale. Ok, alors ça, comment ça fonctionne? Donc pareil, escalade, tu vas avoir les championnats de ton pays, équipe de France, et ensuite, quels sont les circuits officiels? Donc, t'es rattachée à la Fédération française de la montagne et l'escalade, c'est la Fédé Escalade, qui, elle, t'inscrit, qui nous envoie sur les compétitions internationales. Donc, t'as deux circuits, t'as le circuit Coupe du Monde, qui est en plusieurs étapes, c'est vraiment l'inverse du foot. Et à l'issue de ces plusieurs étapes, t'as un classement général. Et sinon, l'autre compétition qui est très importante, c'est les championnats du monde, et ça, c'est une fois tous les 2 ans. Ok, d'accord. Ah oui, ça fait partie de ces sports où c'est pas tous les ans. Donc toi, en fait, il faut être en équipe pour accéder à ces circuits. Tu les as fait la première fois quand? En 2018. Ok, direct. Quand est-ce que tu as eu tes premiers titres? Enfin, comment tout ça a évolué? J'ai commencé par une Coupe du Monde. Je crois que je fais 3 ou 2, mais c'était pareil. Pas très structuré. Le sport a beaucoup évolué. C'est vraiment en peu de temps. Pareil, on était regroupés en catégories. Ça n'avait pas trop de sens. Voilà, c'est pas que ça avait pas trop de sens, c'est que ça avait du sens à ce moment-là pour les gens qui mais aujourd'hui, en regardant en arrière, tu te dis oui, en fait, c'est comme tu disais, le podium, tu sais pas exactement ce qu'il veut dire et c'est pas hyper. Et puis même pour les spectateurs, c'est un peu compliqué à comprendre tout ça. Et après, il y a eu les championnats du monde en fait très rapidement. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 compétitions avant. Et championnat du monde, j'étais l'outsider. Je sortais de nulle part. Et en fait, celle qui était championne du monde en titre depuis quelques années, elle était un peu sur ses acquis, tu vois. Elle nous a pas vu arriver. Il y en avait une autre qui arrivait en même temps que moi et on lui est passé devant. Et ouais, elle l'a pas vu venir. Et je remporte à une demi-prise près. Ton premier championnat du monde? Mon premier championnat du monde, très très serré. Ça s'est joué à rien du tout. Et ça veut dire quoi une demi-prise près, juste pour expliquer? Et en fait, c'est comme c'est de la difficulté, c'est à celui qui montera le plus haut possible. Ok. Il faut savoir que les voix, on les voit pas avant. Donc en qualification, tu as des démos. Donc on t'envoie une vidéo et tu peux regarder la démo, tu peux regarder les autres grimpeurs dedans. Mais par contre, les finales, toi, t'es en isolement. Donc on t'enferme parfois 6 heures avant ton passage. Et la voix est inconnue, il y a juste un moment où on te sort pendant 6 minutes et t'as 6 minutes pour lire ta voix. Donc t'es en bas, t'as pas le droit de grimper dessus et tu regardes les prises et tu... Et t'es en mode, ok, attends. Voilà, tu fais de la visualisation et après tu rentres en ISO, donc il faut avoir... bien tout dans ta tête. Mais attends, et ça, t'es coaché pour ça? Enfin, tes coachs, ils t'aident à te préparer à ce moment hyper intense de visualisation? Oui, c'est des trucs qu'on travaille, Ok. Et puis même, il faut aussi grimper à plein d'endroits différents parce qu'il faut connaître les prises. Il faut savoir, quand tu vois une prise depuis le sol qui est à parfois 10-15 mètres, il faut savoir reconnaître la prise, te dire, ah, celle-là, je la connais, elle est pas bonne. Faut pas te laisser surprendre. Enfin bon, tu connais pas toutes les prises. Il faut l'apprendre différemment de ce qui serait instinctif ou des trucs comme ça. On va juste aller sur le modèle économique de tout ça. Tu étais architecte, tu as finalement arrêté cette carrière. Donc du jour au lendemain, tu te retrouves sans revenu. Enfin, t'as arrêté tes projets? Non, en fait, comme j'étais à mon compte, j'ai pu commencer à m'entraîner tout en continuant à bosser. Et je l'ai fait jusqu'en 2000... que je dise pas de bêtises, 2022. Ok, donc pendant les 4-5 premières années, tu continuais de faire des projets, j'imagine, de moins en moins, peut-être? De moins en moins. En fait, je me suis retrouvée avec une balance où 80% de mon temps, c'était de l'escalade. T'arrivais à dédier du temps pour faire des projets? Ouais, j'avais 20% de mon temps pour faire de l'archi. Et je me suis aperçue que, par contre, 80% de mes revenus venaient de l'archi et 20% de l'escalade. Et en fait, ça a été la bascule à trouver. Bien sûr. Et que j'ai eu la chance de pouvoir qu'il y ait cette... overlap. Voilà, cette balance là parce que ça m'a permis de consacrer beaucoup de temps à la recherche de sponsors, à l'entraînement et tout ça. Et de pas te retrouver sans rien du jour au lendemain. Voilà. Et donc c'est un truc qui s'est rééquilibré dans l'autre sens. Rééquilibré et qui a été progressif jusqu'au jour où j'ai arrêté de prendre des projets en archi parce que j'avais suffisamment de quoi vivre avec les sponsors. Et... Surtout les sponsors? Surtout, alors uniquement les sponsors. Uniquement les sponsors, ok. On n'a pas de... Enfin, uniquement, entre autres, mais on n'a pas de prize money.
Ok, pas de prize money. Au début, les 80-20, donc les 20% d'escalade dont tu me parlais, c'était des sponsors déjà dès le début. C'était des petits sponsors. Des petits sponsors. Donc, tu as plusieurs sponsors, tu vas me raconter, qui t'accompagnent toute l'année. Eux, tu as des contrats avec eux, tu vas m'expliquer. Et ensuite, donc pas de prize money, juste pour expliquer, tu gagnes une compète, tu gagnes pas d'argent. En revanche, on te paye ce que ça te coûte d'aller faire cette compète, on est d'accord? Les fédés te payent? Alors, la fédé défraie entièrement les trajets d'aéroport en aéroport. Faut quand même que tu ailles jusqu'à l'aéroport. Donc, donc tu payes tes taxis, tes trains ou tes machins. Et après, sur place, tu débourses rien. T'as le logement et la nourriture qui est défrayée. Alors, ça dépend des années. Il y a des fois où, quand il y a un peu plus de difficultés, plus ou moins de budget, il y a parfois des repas où on se débrouille. Mais globalement, on est soutenu par la fédé à ce niveau-là. Pour les mondiaux comme le circuit international. Ok. Comment tu fonctionnes avec tes sponsors? Tu m'as dit qu'en chiffre d'affaires, tous tes contrats de sponsoring partenariat, c'était à peu près 80 000 euros par an. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ça, comment ça marche, qui sont-ils, si on peut les citer tous, et puis quels sont tes contrats avec eux peut-être? Du coup, tu signes des contrats avec tes sponsors. C'est pas un contrat d'image, mais ça y ressemble. Okay. En fait, tu lis ton image avec la marque parce que tu partages des valeurs, parce que et il y a plusieurs types de sponsors. Il y en a qui vont aussi te filer, te donner du matos, Et par exemple, pour prendre l'exemple de Corum l'épargne, qui est un de mes sponsors principaux, ça n'a rien à voir avec l'escalade, mais par contre, on a des valeurs communes et on va. Toi, tu portes leur message aussi. Je porte leurs valeurs et donc on construit plus une histoire ensemble tout au long de l'année. Et il y a d'autres sponsors comme The North Face où il y a tu portes. Où il y a une partie en dotation matérielle. Dans l'escalade pure, du coup, tu as quelques acteurs. T'as Arcos, j'ai vu d'ailleurs. Arcos donc aussi. Donc, j'ai accès aux salles. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas à payer au quotidien. Et eux, ils te rémunèrent pour de la visibilité ou juste c'est plutôt c'est un sponsor parce qu'ils te donnent accès à toutes leurs salles. En plus, ils en ont plein maintenant, Arcos. Les deux. Les deux, ok. Les deux, Avec tes sponsors, donc bon, les sponsorings sportifs, vestimentaires ou équipementiers, c'est des choses, en fait, t'es tout le temps avec, donc ça s'affiche partout, etc. Est-ce qu'avec d'autres, ce que tu vas faire, ça va être de la visibilité, du contenu sur tes réseaux, co-construire, je sais pas, des vidéos sponsorisées, les afficher autant que possible, c'est un peu de tout ça mélangé? Ouais, c'est ça. Et donc t'as une part de performance. Donc ton profil est choisi pour tes performances, mais il y a aussi beaucoup de visibilité sur les réseaux. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui des sportifs, c'est qu'on joue j'aime pas vraiment ce mot, mais je pense que c'est la réalité d'influenceurs. En tout cas, on a un devoir auprès du public parce qu'on porte des valeurs fortes et on porte aussi les valeurs des partenaires bien sûr. qui travaillent avec nous. T'as toute cette... cet enjeu de visibilité, c'est une réalité de tous les sportifs, exactement comme tu dis, mais c'est également le seul moyen d'avoir un vrai modèle économique et de pouvoir faire émerger des sportifs pros qui sont dans certaines niches. J'ai enregistré récemment avec Madeleine Bayon, qui est plongeuse de l'extrême. Son sport est ultra niche et elle, c'est pareil, elle a un enjeu de visibilité énorme parce que c'est le seul modèle économique possible pour faire ça à plein temps et donc professionnellement, et tu peux pas être à un certain niveau si tu fais pas ça full time en fait. Tu dois t'entraîner, c'est une réalité, quoi. Ouais, et c'est particulier parce que ça a beaucoup changé ces dernières années. À l'époque, je sais pas, il y a 10-15 ans. C'est pas du tout le cas. Voilà, on était très liés aux journalistes et du coup très liés à la performance pure. Aujourd'hui, ton image, elle joue en grande partie le message que tu véhicules au quotidien. Et en effet, si t'es pas prêt à jouer le jeu, il faut trouver un autre modèle économique en tout cas. Donc on va revenir sur nos calculs. 80 000 euros de sponsors, donc tu as 7 sponsors, c'est des contrats annuels et c'est des échanges de visibilité et puis de l'équipement, matériel, vêtements, etc. Tu fais des conférences, des interventions aussi. Ça, c'est un truc que font plein de sportifs de haut niveau. Ça dépend des sports, j'imagine, mais en tout cas, c'est quand même assez commun. Tu me disais que ça te rapportait 9 000 euros par an en moyenne. T'en fais beaucoup? C'est quoi Non, j'en fais assez peu. Je dois en faire 3, 4 max par an. Ok, donc 2-3 000 euros à chaque fois la conférence. Et ça va être quoi par exemple? C'est des entreprises ou c'est des trucs publics? Non, des entreprises, beaucoup de
privé, essentiellement du privé, ou alors chez un sponsor. Ok, donc les conférences, les interventions, donc on est à 89 000 € au total avec les sponsors. Et ensuite, tu as quelques autres trucs, donc les réseaux sociaux, création de contenu, tu vas m'expliquer. Tu me disais que tu gagnais à peu près 10 000 € par an là-dessus. Tu vas m'expliquer à quoi ça correspond. Et puis des events peut-être auxquels tu dois être là. Et ensuite, il y a tout un sujet de droit à l'image, peut-être on y reviendra après. Création de contenu, réseaux sociaux et les événements, qu'est-ce que c'est on te demande de venir à un event, on te paye Surtout création de contenu, où, après, je le fais que quand ça a du sens. Mais tu vois, une visite d'usine pour mettre en avant la fabrication française, ou je suis allée visiter une usine qui construit des cordes, tu vois, donc ça avait vachement de sens. En vrai, énorme, bien sûr. C'était hyper chouette de voir toute cette usine, donc ça va être ce genre de contenu-là, où tu mets en avant une marque, un projet. Exactement. Et là, dans ces cas-là, tu viens avec un vidéaste, on parlera de tes charges après, qui filme, vous faites un petit contenu, vous le postez sur tes réseaux, l'influence classique. Et alors, tu me parlais de droit d'image. Ouais, alors ça peut être des shootings rémunérés. Et ça, je peux en faire 1 ou 2 par an. Quand ils ont besoin. Et ça va être pourquoi? Pour une marque? Ouais, alors tu t'es appelé en tant que modèle pour une marque, donc qui n'est pas en concurrence avec un des sponsors que tu as. Et c'est un one-shot où c'est vraiment du mannequinat, basiquement. Quoi. Ok, c'est du mannequinat, mais là, du coup, j'imagine que tu dois avoir une agence dédiée qui te met là-dessus. Ouais, ok. Donc, au total, si je reprends tous tes revenus, donc le chiffre d'affaires annuel que tu arrives à générer avec tout ça, tu m'as dit que c'était un peu moins de 120 000 € par an, ce que je trouve vraiment exceptionnel, étant donné que ton métier n'est pas d'être influenceuse. Donc ça, c'est quand même cool. C'est quand même cool pour toi de voir que tu arrives à vraiment bien en vivre. On va quand même aller regarder tes charges et ce qui reste à la fin. Mais tu arrives à en vivre, en tout cas, sans devoir faire un petit job où j'ai l'impression, sans trop te forcer à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Je me trompe peut-être, mais c'est l'impression que j'ai. Et ça, je trouve ça quand même super cool. Et tu dédies toute ton énergie à ton sport. Et si tu fais des contenus, c'est lié à ça. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur ton Insta. Donc ça, c'est chouette. Dans les différents types de charges que tu vas avoir, donc on a les déplacements, les hébergements. Si tu dois bouger, aller t'entraîner ailleurs, tu vas me l'expliquer. Je les résume d'abord. J'aimerais que tu m'expliques tout ce qui est coach, entraîneur, agent, les différentes personnes qui font partie de ton équipe, ce que ça te coûte de t'entraîner. Et puis, oui, tu me parlais de soins de kiné et de récup aussi, ça j'ai envie de savoir. Et ensuite, la partie création de contenu, combien elle te coûte, parce que ça, j'imagine que c'est aussi une charge. Sur les déplacements, les hébergements, tu me disais qu'au total, c'était 15 000 € par an. Et ça correspond à quoi, en fait, ça, si t'es défrayé pendant les compètes? Hébergement, j'ai mis mon hébergement ah oui, c'est juste toi, oui, bien sûr. Ok. Comme tout un chacun. Mais déplacement, t'es obligé à être beaucoup sur la route. Enfin, moi, je me déplace beaucoup. Tu fais des stages où tu vas t'entraîner avec des copains. Tu vas aux 4 coins de la France. Sur des événements, tu bouges, mais t'en profites pour aller t'entraîner. Du coup, voilà, tout n'est pas toujours pris en charge. Et oui, les déplacements, ça coûte cher, que ce soit en train. Partout, c'est sûr. Même en avion, même si j'essaie de pas trop le prendre quand je peux l'éviter. Parfois, t'as pas le choix mais pour voilà, quand t'as une compétition en Corée, voilà. Tu vas. Ça, c'était déjà arrivé. Et le championnat du monde était en Corée. Donc il y a une partie qui est prise en charge par la Fédé, mais j'ai fait le choix de rester plus longtemps. Et forcément, c'est pas pris en charge par la Fédé, évidemment. C'est clair. Je vais rester en vacances, on est d'accord. Pas du tout. Ok. Je l'ai fait un peu dans le désordre, tes différentes charges, parce qu'on a du fixe et du variable, mais en fait, vous pourrez passer en variable, sauf certains trucs. Donc, tu as sorti un documentaire, tu m'as dit que c'était en novembre. Qui a été diffusé dans le cadre de ce festival Montagne en scène. Ça, c'est toi qui l'as produit? Non, là-dessus, il y avait un producteur. Donc la partie réalisation, c'est quoi? C'est une charge Pour le coup, quand il y a un projet de film comme ça, pour l'instant, j'ai jamais eu à mettre de ma poche. J'ai jamais produit. Et ça, là, c'était pris en charge par la production via mes sponsors. D'ailleurs... Encore une fois, Corum qui on est trop contents. C'est eux qui ont en partie produit ce film, enfin contribué à produire ce film. Qui ont grandement contribué au film, Donc, grâce à eux, on a pu faire ce film avec ce super réal. Trop bien. Super conditions. C'était quand le tournage? C'était il y a longtemps? C'était il y a longtemps, c'était juin 2024. Ok. Et ça a duré longtemps? Vous avez fait tout un tournage où c'est quoi, on te voit grimper, on raconte ton histoire, il y a des interviews Alors non, on a fait le choix de pas faire d'interviews et de pas faire ça en mode portrait. Évidemment, comme c'est mon premier film, on explique vite fait mon parcours. Mais c'était sur l'ascension du Grand Capucin, qui est une montagne au-dessus de Chamonix, dans le massif du Mont-Blanc.
Et donc Bien c'est en haut. altitude, c'est 400 mètres de granit posé sur un glacier à 3200 mètres d'altitude. Et voilà, j'avais ce projet en tête depuis longtemps. Je voulais me lancer un défi, c'était de grimper en tête et pas en second. Ah ouais. Donc ça veut dire que tu mets les... C'est moi qui mets les protections au fur et à mesure. Et en plus, dans cette voie, les protections, il n'y en a pas. Ah oui. Il n'y a pas de spit coincé dans la falaise. Et c'est à toi de mettre tes protections avec ce qu'on appelle des coinceurs. Et j'imagine... Donc tu as une petite... ou une assez grosse part de danger là-dedans, enfin de risque, qui n'existe pas quand tu montes en second. C'est une grosse... Oui, tout à fait. Enfin, qui existe, mais c'est pas toi qui l'apprends, quoi. Oui, c'est ça. Oui, qui n'existe pas pour toi quand tu montes en second. Ok, et donc ça, c'était un méga défi de ton année 2024. Ouais. Et vous avez filmé un peu toute ta progression et toute l'ascension. Toute l'ascension, et après on a tourné aussi à Fontainebleau beaucoup pour... montrer les entraînements et tout. Voilà. Tu me disais que tu avais 5 000 € de charge de... contenu média, ça c'est les vidéastes et RP aussi. Ça c'est les gens qui bossent avec toi pour t'aider dans la création de contenu. Ouais, création de contenu, ça peut être des photos, ça peut être des réels, ça peut être RP, donc pour par exemple dans le cadre quand tu sors un film, de faire la promotion. Te placer dans les bons médias, voilà. Etc. Donc ça fait partie de tes charges. Tu me disais que tu avais un peu de kiné récu, bon ça tu m'as dit que c'était 1 000 € par an. Donc, ouais, le kiné c'est pris en charge. Par la Fédé par la Sécu. Oui, ok, c'est remboursé. C'est remboursé. Okay. Et par contre, ce qui n'est pas remboursé, c'est tout ce qui est ostéo, oui, tous ces chiro. Et ça, ouais. Ça, c'est toi qui le payes. Budget, ouais. Mais c'est un budget 1 000 € par an, c'est pas méga conséquent. Ton coach et entraîneur, tu m'as dit que c'était entre 7 et 8 000 € par an. Ouais. Ça, c'est quoi? T'en as un, donc tu me dis que tu viens de changer. Est-ce que ça, c'est ce que tu payes à un coach pour un an à peu près en moyenne, ou est-ce que t'en as plus? Tu vas avoir d'autres entraîneurs spécifiques sur certains sujets? Je sais pas, de la prépa mentale, on parlait tout à l'heure, cet exercice de visualisation. Ouais, alors oui, t'as le coach qui va faire ton programme. Ouais. Moi, j'ai pas de prépa physique, mais tu peux avoir un prépa physique en plus. Ça, tu fais toi-même, ça veut dire? Et ça, non, c'est mon coach qui le fait. Ok. Et après, tu as un prépa mental. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Alors, pour l'instant, c'est quelque chose que je mets tout juste en place. Ok, c'est tout nouveau. Ouais, okay. Qui est tout nouveau. Et aussi de la psy. Ok, oui, ça, c'est important aussi. Ça, c'est important. Ouais. Parce que, bon, ça reste des milieux qui sont particuliers. Faut pas se perdre, je pense. Pour moi, c'est hyper important d'être bien dans sa tête. De toute façon, si t'es pas bien dans ta tête, tu performes pas. Ensuite, bon, on va avoir quelques frais d'assurance. Tu me disais 600 €. Ton équipement. Ah, l'équipement. L'équipement, c'est 5 000 € de frais pour toi par an, en moyenne. Oui, parce qu'avant, j'avais un équipementier. Maintenant, j'ai plus d'équipementier. Donc, tout ça, c'est à ma charge. Okay. Une corde. Enfin, les cordes, c'est du consommable, quoi. Ouais. Et puis, c'est de l'équipement de sécurité. Du coup, bon, tu prends des trucs bien. Ouais, tu joues pas avec ça. Non, tu le changes quand il faut le changer. Et puis, t'as les chaussons et tout ça, t'es sponsorisé? Les chaussons, ouais, je suis sponsorisée. Okay. J'ai un sponsor... qu'on embrasse. Scarpa, ouais, qu'on embrasse. Super. Et ensuite, tu as tes frais de comptable, d'avocat, etc., j'imagine, de ta société, la constitution de ta société et tout, qui peuvent quand même être plusieurs milliers d'euros par an. Et un agent. Alors, l'agent, c'est son rôle. Il va négocier tous tes contrats de sponsoring, j'imagine, avec tes partenaires, tes sponsors. Également, si tu fais de l'influence, il négocie tout pour toi. C'est lui qui gère toute la partie business. Ouais, voilà. Ok, et donc ça, tu m'as dit que tu le payais 12 000 € par an. Donc c'est 1 000 € par mois. Et ça, tu bosses avec la même personne depuis le début ou... Non, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Donc ça correspond au moment où j'ai commencé à être vraiment pro. Bon, ça aide, hein. De toute façon, c'est toujours de qui tu t'entoures qui te permet d'arriver 100%. à, quoi. Tu peux y arriver tout seul, mais j'ai choisi de m'entourer. Et ça se passe trop bien. Ouais, ça se passe super bien. En fait, oui, c'est ça, parce que finalement, autour de toi, t'as une équipe, t'as un support système, comme on dit, qui doit être, en dehors de tes proches, qui doit être quand même bien construit et bien constitué pour pouvoir avancer. Là, tu rentres dans une zone, j'imagine aussi, de plus en plus compétitive. Ouais. C'est un sport qui se popularise, donc il y a de plus en plus de pros dans toutes les catégories. Est-ce que peut-être aussi que l'entrée aux Jeux paralympiques, là, ça va attirer beaucoup plus de monde, parce qu'en soi, les gens ont vachement le temps de se mettre à niveau. Oui, et puis il y a des pays qui émergent totalement. En fait, il y a beaucoup de fonds qui sont débloqués dans pas mal de pays qui n'en avaient pas vraiment jusque-là. Tu as des équipes qui naissent tous les ans, là, depuis 3 ans. Il y a un nouveau pays qui arrive avec une équipe et qui commence à se former. Et ouais, tout ça, ça évolue. Forcément, l'arrivée au jeu joue
énormément. C'est pas du tout le même enjeu, tu le sens, quoi. Ça fait vraiment une différence. C'est fou. Mais c'est hyper excitant pour la discipline. C'est hyper excitant. C'est trop bien. T'es au bon endroit au bon moment. Si je fais l'addition de toutes les charges qu'on vient de lister un peu, on est à presque 70 000 euros de charges. Ça fait toujours peur, mais c'est pour ça. À chaque fois, je comprends pas. Tu regardes ton compte et c'est comment c'est possible que j'ai sorti autant de sous dans l'année. Et en fait, tu fais le listing. Ça m'a aidé du coup de faire ce listing. J'étais ok, bon, bah maintenant je comprends. C'est un peu ton bilan comptable. Non, mais c'est ça. Donc en fait, sur 115, donc 117 000 euros, tu m'as dit de chiffre d'affaires, t'as dû te baser sur 2025, j'imagine. T'as quasiment 80 000 euros, si je refais le calcul, 80 000 euros de charges. Donc en fait, ça veut dire que. Ah oui, parce que ce que j'ai pas compté, pardon, ce que je n'ai pas dit, c'est l'URSSAF. Toi, t'es en auto-entrepreneur. Non, je suis en EURL. EURL, ok. Et donc, t'as ta charge URSSAF qui t'a fait quand même. L'URSSAF, je sais pas exactement combien c'est, mais en pourcentage, c'est entre 20 et 30. Et donc ça te fait, moi tu m'as dit que c'était 25 000 euros en valeur absolue, donc c'est quand même hyper conséquent. Donc tu vas avoir 50-55 000 euros de charge, et puis à ça tu rajoutes 25 000 euros d'URSSAF. Donc finalement on est sur une marge opérationnelle à un peu plus de 30%, et donc ça fait qu'il va te rester un peu moins de entre 35 et 40 000 euros pour toi dans ta poche, sur lequel tu payes un peu d'impôts. Oui, ça doit pas être énorme, mais en 5-6 000 euros d'impôts, un truc comme ça. Dans ta poche tous les mois, tu vas me corriger si je me trompe, si c'est à peu près ça, mais dans ta poche pour les mois, entre 2005 et 3000 euros par mois à peu près. Parce qu'on est là-dedans. 2005-2006. 2005-2006, je trouve ça ouf déjà d'arriver à ça, net de tout dans ta poche. Bien sûr, alors que finalement, 100% de cet argent vient des sponsors et des contenus et de l'influence, si je puis dire, alors que t'es sportif de haut niveau. Et puis surtout, que va-t-il se passer dans la discipline ? C'est-à-dire que peut-être que le prize money, je sais pas du tout comment ça marche au jeu, mais peut-être que ça va aussi changer la donne pour après, et qu'en 2030, finalement, les compétitions vont encore plus se professionnaliser et qu'il va y avoir du budget. Ce serait chouette, parce qu'en effet, ça fait des montants qui sont très confortables, mais ça reste une carrière qui est hyper rapide. C'est que tu peux pas faire ça toute ta vie. Et puis quand t'arrêtes, il faut donner le change derrière. Il faut rebondir. Si tu capitalises pas pendant très longtemps, si tu décides de capitaliser plus longtemps, ça veut dire que tu arrives sur le monde du travail plus tard et plus vieux. Et en fait, tu recommences une carrière de zéro. Donc il y a ça à prendre en compte aussi dans ton calcul, dans ton modèle économique. C'est de ne pas te retrouver à quasi 40 ans à te dire maintenant je fais quoi de ma vie. Super, maintenant je fais plus. Est-ce que tu as un meilleur souvenir de compète, ta meilleure compète, ou un souvenir mémorable ? Alors mon premier championnat du monde, c'était quelque chose quand même, et je pense que quand je repense à mon état d'esprit, j'ai l'impression que que je savais pas vraiment ce que je foutais là, tu vois. Mais c'est ça, c'est la naïveté qui donne la force. Et vraiment, j'avais l'impression, quand je repense à mon état d'esprit, l'impression de planer et d'être un peu en mode waouh, qu'est-ce que je fais là ? Tu sais, de redescendre du mur et de pas comprendre que j'ai gagné, et de devoir attendre qu'on me prenne dans les bras, et je fais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, du coup j'ai quelle place, et là on me dit t'es première, t'as gagné, et ça c'était assez fou, cette insouciance qu'il y a eu à ce moment-là. Et un autre souvenir très chouette, c'est à Villars en Suisse, c'était une Coupe du Monde je vais dire des bêtises, 2023 peut-être, et en finale je vois ce haut de mur qui m'a donné trop envie, et j'étais en mode ça a l'air super dur, mais ça a l'air trop beau, j'aimerais tellement aller en haut. Et je suis allée en haut et j'ai topé. Et je pense que c'est une des dernières fois que j'ai topé en compétition. Ça veut dire quoi, topé ? C'est-à-dire que je suis allée tout en haut. J'ai pris la dernière prise, il n'y avait plus rien au-dessus. J'étais au sommet. Alors que ça n'arrive pas du tout le temps en compétition. Ça n'arrive pas du tout le temps. L'objectif, c'est pas d'arriver en haut, c'est d'arriver plus haut que la personne à côté, quoi. Et c'est un truc que moi, maintenant, je cherche très fort. Je veux aller en haut. C'est mon objectif. Et ça arrive de moins en moins souvent parce que forcément, le niveau monte. Donc, les voies sont de plus en plus dures. Et c'est là où il faut vraiment... suivre la marche, quoi. Et donc je pense que c'est une des dernières voies que j'ai topé, et donc j'en garde un souvenir incroyable. Super souvenir, ça va être fou, dans une voie qui me donnait trop envie. Qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que t'aimes le moins dans ce métier ? Ce que je préfère, c'est la portée que tu peux avoir pour porter tes messages, et le fait de potentiellement être un modèle pour des générations futures. Parce que j'ai grandi sans modèle, en fait. Et tu vois, le Donner sport, un exemple.
Ouais, le sport, c'était pas du tout dans mon champ de vision. Les jeux, absolument pas. J'en ai même pas rêvé, en fait. C'était tellement éloigné que j'en ai même pas rêvé. Et ouais, ces dernières années, j'ai eu la chance de faire un peu de shooting, de faire des photos. J'ai même défilé à la Fashion Week, tu vois. C'est vrai? Ouais, Incroyable. et c'est un truc avec un de mes sponsors qui avait fait une collaboration avec une designer. Et du coup... C'était quoi? Tu peux les citer ou pas? Ouais, c'était North Face et Cecily Benson. Incroyable. Et voilà, on a défilé avec 2 autres grimpeuses de la team à la Fashion Week. Ouais. Et ouais, c'est un truc de fou. C'était fou. C'était comme fou. souvenir, ouais. Ouais, et pas pour la Fashion Week, mais pour qui je suis. Oui, c'est ça. Ce que je représente dans ce milieu-là. C'est plutôt avoir cette visibilité-là, en fait, qui est dingue. Ouais. Et je me dis que si j'avais grandi en voyant, je sais pas, dans les magazines... Une femme ou un homme à qui il manquerait une main et que ce soit totalement OK, que ce soit pas un sujet de « Ah, regardez, c'est une para » et que ce soit, l'accent soit porté sur autre chose, peut-être que ma vie aurait été aussi différente ou peut-être j'aurais pris cette voie plus rapidement. Plus tôt. Bien sûr. Et du coup, ça, c'est quand même vraiment génial. C'est ce que j'aime vraiment dans ce métier. Mais c'est génial. Les portes que ça t'ouvre, les opportunités. Mais c'est aussi bien de parler comme ça de cette... visibilité obligatoire mais qui ouvre tellement de portes et qui permet tout ça en fait. Je trouve ça vraiment super Enfin, tu vois, t'as plein de gens qui peuvent se battre contre cette histoire de réseaux sociaux et de visibilité et toi t'as le message inverse et je trouve ça très cool d'entendre ça, tu vois, se battre pour ou se battre contre, c'est bien. Bon, je te pose une question, je pense que j'ai la réponse, mais si tout ça était à refaire, tu le referais? 200%. J'ai une dernière question que je la pose pas à chaque fois, mais je viens de l'avoir, pardon. Ça m'intéresse de l'avoir pour toi. Est-ce qu'il y a un gros cliché qu'on te dit tout le temps sur ton métier, sur ton sport, ou pas trop? Un gros cliché sur le sport, cette histoire de je peux pas. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose. L'escalade, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et qui est accessible à tout le monde. Qui est accessible à tout le monde. Tout le monde en a fait étant petit. Tout le monde a grimpé dans les arbres. C'est même pas un sport, c'est un truc que tu fais quand t'es enfant, que tu arrêtes de faire adulte. Parce que par peur par peur de tomber. Exactement. Et après, les excuses. Mais encore une fois, j'ai pas le physique pour. Pour moi, c'est un cliché. Oui, c'est clair. Et puis c'est comme tu dis, t'en es la preuve, tout le monde peut grimper. Et puis en vrai, quand tu vas dans des salles d'escalade, tu vois tous les corps qui grimpent. Enfin, je veux dire, bien sûr. Trop cool. Merci beaucoup, Solène, c'était trop bien. Et puis allez voir l'Insta de Solène parce qu'il est vraiment trop cool et t'as plein de vidéos d'escalade qui sont hyper cool. Donc on va suivre Solène sur Insta, c'est très important. Je mettrai son profil Insta dans la description. À plus, ciao, merci. Ciao.